Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode numéro 345 du podcast Touchdown Actuel Mattei. Très heureux de vous retrouver. Raphaël Masmejean est à mes côtés. Bonjour Raphaël. Salut à tous. La NFL est en guerre, Raphaël. La NFL est en guerre. Tom Brady n'est plus un patriote. Tom Brady est un Buccaneers. Habituez-vous à le dire. Ça fait très bizarre. C'est la folie de la Free Agency. Émission spéciale pour débriefer tout ce qui s'est passé dans les premières heures du marché. Nous allons parler évidemment de Tom Brady, des Patriots et des Buccaneers. Nous allons parler aussi de quelques autres gros dossiers. Alors on le précise tout de suite. On ne va pas débriefer toute la Free Agency, équipe par équipe, etc. Il y aura un temps pour ça. Ce sera un peu plus tard. Pour l'instant, on va parler de Tom Brady chez les Buccaneers, de Philip Rivers chez les Colts, de Bill O'Brien qui est toujours le pire manager de la ligue et des Cardinals qui s'en régalent avec DeAndre Hopkins. On analyse donc les principaux dossiers, deux parties dans cette émission, ceux qui ont bougé tout d'abord et puis ceux qui n'ont pas bougé, il y a des retours significatifs également. On va parler de tout ça, donc une émission qui vous est présentée par Brooklyn Fizz, l'épicerie américaine qui a des boutiques à Lyon et Dijon, mais aussi une boutique en ligne, brooklynfizz.fr, Fizz avec 2 Z. Il y a du sucré, du salé, mais aussi des maillots NFL, des casquettes NFL, des Funko Pop, des ballons, des t-shirts et je le précise pour tous les nouveaux fans, des casquettes des Buccaneers, des ballons des Buccaneers. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Évidemment, c'est un contexte un peu particulier. Les boutiques sont fermées à Lyon et Dijon, mais n'hésitez pas à aller faire un tour dès que ça réouvrira. Mais la boutique en ligne est ouverte, donc n'hésitez pas à les soutenir justement en soutenant leur activité et en y allant dès maintenant sur la boutique en ligne. Le décor est posé, nous avons plein de choses folles à discuter. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. James White will set behind Brady. He will move under center, trips to the right, Bennett to tight end left. Second and goal to go from the 2. Toss sweep right for James White. Pucks it under the right arm, cuts it upfield. Driving forward, diving to the goal line. A touchdown and a title for the Patriots. I can't believe it. They have completed the greatest comeback in Super Bowl history. Tom Brady est le quarterback des Tampa Bay Buccaneers. Raphaël, laissons cette phrase se poser doucement dans vos esprits. C'est très étrange, c'est très bizarre. Le premier choc, alors il y a eu 2 vagues, il y a eu 2 lames de fond. On remercie Tom Brady pour les 2 pics de trafic plutôt qu'un. Tom Brady d'abord annonce qu'il ne sera plus un patriote. Et puis, il a annoncé ça, je crois qu'il était vers 14h. Et on a appris à minuit, donc environ une dizaine d'heures plus tard, qu'il avait un accord avec les Buccaneers. Alors, on ne connaît pas la durée, si je ne dis pas de bêtises, au moment où on enregistre. Il est 9h20 du matin, je le précise. On ne connaît pas la durée, mais on sait que c'est environ 30 millions par saison. Mais de ce que je vois, on n'a pas encore, si c'est 1, 2, 3 ans, parce qu'on en parlera à Rivers, par exemple, c'est qu'une saison avec les Colts. Mais l'info, c'est quand même ça, Tom Brady et les Buccaneers. Raphaël, est-ce qu'on a été trop naïf? Parce que je le dis, tous les deux, on pensait qu'il allait rester à New England. Est-ce que finalement, on s'est un peu voilé la face et que les signes, si ça avait été un autre joueur que Brady, finalement, il était agacé par le manque de cible, il était agacé par le fait de ne pas avoir un si gros salaire que ça par rapport aux autres quarterbacks depuis des années. Et au final, ce divorce, il n'y a pas l'air d'y avoir vraiment eu de contact approfondi avec les Patriots sur cette free agency. Oui, effectivement, ça reste un peu mystérieux sur vraiment les échanges qu'il y a pu avoir entre Brady, Belichick, Kraft. Je pense qu'il y en a eu entre Brady et Kraft. Est-ce qu'il y en a vraiment eu avec Belichick? En tout cas, ça ressort pas tellement des premiers échos. Comme tu dis, on s'est peut-être un peu voilé la face parce qu'après tant d'années chez les Patriots, après tant de victoires, après tant de domination sur la ligue, ça paraissait pas évident d'aller finir sa carrière ailleurs. Donc c'est vrai qu'il y avait un peu ce sentiment de de toute manière il va y rester, pourquoi aller ailleurs?
Maintenant, comme tu dis, ça rappelle aussi que depuis 2-3 ans, il y a régulièrement des petits reportages d'ESPN qui sortent sur des rumeurs de mésentente, de problèmes dans les vestiaires, d'ego entre Brady, Belichick. Donc peut-être que tout ça, finalement, comme on dit, il n'y a pas vraiment de fumée sans feu. Il y avait peut-être effectivement des petits problèmes à ce niveau-là. Et Brady a voulu tenter un nouveau challenge avec un haut salaire, des cibles. Clairement, parce que là, il arrive à une destination qui va lui proposer une paire de receveurs Godwin, Mike Evans, ce qui est du très très haut niveau. Je pense qu'il n'a jamais eu un duo de receveurs aussi fort si on enlève les tight ends, on va dire. Randy Moss, Wes Welker. Ouais, oui. Mais une saison, cela dit, on ne sait pas combien de temps il va rester à Tampa, cela dit. Mais oui, t'as raison. Ouais, il les a eu 2-3 ans, je sais plus. Moss se barre. Ouais, 2 ans, non? Bon, il y a au moins 2 pleines saisons où on va dire qu'ils sont. Mm. Ah bah non, parce qu'il se blesse. J'allais dire, il y a 2007-2008, mais 2008, il se blesse en plus. C'est vrai. Donc c'est Matt Cassel qu'on avait profité l'année d'après. Mais non, mais après, je suis d'accord avec toi. Hein. Mike Evans, Chris Godwin, O.J. Howard aussi au poste de tight end. Waouh, c'est vrai, il y a vraiment du très très lourd. Après, alors vas-y, on va rentrer justement directement dans ce que ça donne pour Tampa. Donc très bien, Mike Evans, Chris Godwin, O.J. Howard, ça c'est super. Il lance 24 touchdowns, 8 interceptions l'an dernier. Tom Brady à 60% à la passe. 88 d'éval, c'était sa plus mauvaise éval depuis 2013. Est-ce qu'il est en bonne position à Tampa, sachant que par contre la ligne, il a les receveurs, mais la ligne, c'est quand même moins ça. Et pour le coup, Jameis Winston a beaucoup de défauts, mais il avait la qualité d'être mobile et de pouvoir se sauver un petit peu quand même par moment. Effectivement, il y a quand même quelques interrogations avec ce choix. Tu l'as dit, la ligne offensive. Bon, on va voir si la draft ou la fin de free agency peut permettre un peu de compenser ça. A priori, la draft, parce que la free agency suivant, ça risque d'être quand même un poil plus compliqué. Tu parles, il y a cette ligne offensive. Moi, je suis quand même un peu étonné aussi. Il n'y a pas vraiment de coureur numéro 1 pour le moment à Tampa Bay. Pas de jeu au sol pour l'aider. Pas de running back en sortie de backfield un peu à la James White pour lui servir de soupape de sécurité sur la passe. Donc ça aussi, c'est un profil à aller chercher, à trouver quand même malgré tout. Et je trouve que... en fait, je le vois pas si bien que ça dans le système Bruce Arians, on va dire, avec beaucoup de jeux en profondeur, tout ça. Je suis pas un hyper convaincu du fit, comme on dit, entre les deux. Maintenant, bon, t'as un quarterback avec un très gros QI football, on va dire, et un coach intelligent, donc ils doivent pouvoir s'harmoniser et ça doit pouvoir s'équilibrer. Mais sur le papier, c'est vrai que je trouvais pas que c'était la meilleure destination pour lui, en dehors de cette paire de receveurs. Après, il y a quand même autre chose, c'est qu'il n'y en avait pas beaucoup des destinations. Non, c'est sûr, il n'y avait pas beaucoup d'autres destinations quand tu fais le tour. Tu avais Los Angeles qui avait l'air d'être vraiment un peu... Les Chargers qui avaient l'air d'être chauds sur lui. Mais c'est vrai que c'était pas... Parce que les Colts sont allés ailleurs, on va en parler, qui avaient la meilleure ligne d'ailleurs, parmi les équipes qui cherchent un quarterback. Les Chargers, tu l'as dit, bon, est-ce que c'était beaucoup mieux sportivement? Parce que, alors, on rappelle, a priori, il voulait rester du côté est du pays, ce qui est paradoxal, parce que comme il est californien, il est natif de Californie, moi je pensais qu'il aurait voulu rentrer, mais il voulait rester à l'est parce qu'apparemment son fils est de ce côté-là aussi, il y a des enjeux familiaux en tout cas. Donc ça se jouait de ce côté-là. Mais est-ce qu'il aurait été mieux du côté des Chargers qu'on signait Brian Bulaga, qu'on aussi du monde, hein, avec Keenan Allen, Hunter Henry, Austin Eckler pour le coup au sol? Moi je trouvais que ça correspondait un peu plus en termes d'effectifs. La seule petite différence peut-être, c'est le staff qui a fait aussi une différence. Peut-être que Brady a plus de... feeling positif, on va dire, avec Arians qu'avec Anthony Lynn, peut-être. Il y a ça aussi, ce côté staff qui a peut-être joué. Mais c'est vrai que moi, je trouvais l'effectif des Chargers peut-être un poil plus adapté pour lui maintenant. Je suis en train de regarder un petit peu ce qu'il y a disponible sur la ligne. Je me rappelle par contre d'avoir fait la suggestion dans la dernière émission de dire les Buccaneers qu'il serait malin de faire venir Joe Thuney avec Brady. Le problème c'est que Thuney il a été franchise tagué par les Patriots, donc il est bloqué. On a parlé donc de Bulaga, il est parti aux Chargers. Il y avait aussi Anthony Castonzo qui a été re-signé par les Colts. Donc c'est vrai qu'au niveau des tackles, s'il voulait maintenant être dans un mouvement de dire il faut qu'on accompagne Brady vite et qu'on trouve des gens, c'est pas évident parce que en effet, il y avait déjà peu d'hommes de ligne. Brandon Scherf, je vois, a été tagué par les Redskins. Jack Conklin a été signé par les Browns. Et donc, il y a
il y a Jason Peters, mais il a 38 ans, qui est disponible. Il y a Cordy Glenn, qui a été laissé libre par les Bengals, qui pourrait être une option un petit peu. Mais en effet, cette ligne offensive, pour revenir aux Buccaneers, ça peut être le talon d'Achille de l'équipe. Après, c'est vraiment, encore une fois, l'opposé complet quasiment des Patriots l'an dernier, au sens où là, il aura des receveurs avec des bonnes mains. Ah oui. Voilà. Donc, il pourra peut-être, il va falloir, disons, mettre un plan de jeu où il faudra se débarrasser rapidement du ballon. Mais comme tu le dis, ce plan de jeu où il faut se débarrasser rapidement du ballon, c'est presque un peu en opposition avec le style de Bruce Arians. Donc, ça crée des dilemmes quand même sacrément intéressants à ce niveau-là. Jusqu'où peuvent aller ces Buccaneers avec Tom Brady? Parce que je regardais un petit peu les réactions de nos lecteurs, ce qu'ils se disaient. Est-ce qu'il va faire la saison trop? Est-ce qu'il aurait dû prendre sa retraite? Est-ce que ça va être une saison catastrophique, désastreuse, etc. Dur à dire hein, pour le moment. Je pense pas que ça va être une saison catastrophique. Je pense pas non plus qu'ils puissent les amener au sommet comme ça du premier coup. Je pense qu'on va être un peu dans un entre-deux. J'ai pas le calendrier des Buccaneers en tête. Alors, il faut le rappeler, déjà ils vont jouer dans la NFC Sud, donc Drew Brees 2 fois, les Falcons 2 fois, les Panthers 2 fois. Je crois qu'ils ont aussi Aaron Rodgers et les Chiefs au programme. Donc il y a un gros calendrier de mémoire. Je vais vérifier ça en même temps. Mais après, moi, ce que j'allais te dire, c'est que honnêtement, c'est que du bonus. C'est-à-dire que s'il se plante, dans 5-10 ans, on l'aura tous oublié. Quoi qu'il arrive, sa carrière, ce sera les Patriots. Et s'il fait un beau parcours, Brett Favre avec Minnesota qui va en finale, truc du genre, ce sera un petit bonus. Mais honnêtement, je pense qu'on rentre vraiment dans la phase où ce sera une astérisque quoi, dans sa carrière. Ça enlève rien à ce qu'il a fait avec les Patriots quoi. Non, ça enlève rien et comme tu dis, c'est que du bonus. S'il arrive à mener Tampa Bay beaucoup plus loin, ça écrit encore plus sa légende. S'il se plante, ça sera juste l'énième sportif qui a fait la saison de trop et pas le premier, pas le dernier. Bon, rien de dramatique quoi. C'est ça. Franchement, je trouve que ça change pas grand-chose. En dehors du fait que c'est quand même ultra excitant parce que cette nouvelle elle rend quand même la saison 2020 incroyable parce qu'on va avoir deux choses. On va avoir Brady sous un nouveau maillot et on précise, tiens d'ailleurs à tous ceux qui l'ont dit, nouveau maillot des Buccaneers. C'est pas les affreux maillots qu'ils ont portés ces dernières années. Ils vont présenter un nouveau maillot dans les semaines à venir et à mon avis ils vont se dépêcher vu la vitesse où ça va se vendre. Donc il va porter un nouveau maillot et les Patriots vont se retrouver sans Tom Brady. On va en parler tout de suite juste après que je te donne les adversaires puisque je les ai sous les yeux. En 2020, les Buccaneers vont recevoir les Packers, les Chiefs, les Vikings, les Saints, les Chargers, les Falcons, les Panthers et les Rams. Ils se déplacent chez les Bears, les Lions, les Broncos, les Raiders, les Saints, les Falcons, les Panthers et les Giants. Les déplacements sont plus simples que le domicile. Ouais, le domicile, il est violent. Hein. Ouais. Parce que c'est Aaron Rodgers, c'est Patrick Mahomes, des Vikings bien complets quand même, les Saints, voilà, les Chargers, pour l'instant, bon, on va voir, Falcons, Panthers, c'est jamais cadeau parce que c'est de la division, et puis les Rams, Jared Goff, compagnie, c'est waouh, ça va envoyer. Il y a du match, ouais. Ça va envoyer. Le pendant donc de cette nouvelle, c'est que les Patriots aujourd'hui sont une équipe qui ont Jarrett Stidham comme seul quarterback dans leur effectif. C'est quand même une page énorme qui se tourne. Ouais. Au moment où Brady a annoncé qu'il quittait les Patriots, je me suis fait la réflexion. La première fois de ma vie que j'ai vu jouer Tom Brady avec un maillot des Patriots, j'étais en première. Aujourd'hui, j'ai 34 ans, donc je vous laisse faire le calcul. C'est un délire incroyable, mais est-ce qu'on va enfin être fixé? Est-ce que c'est le moment où on règle le fameux dilemme, c'est Belichick qui a fait Brady ou c'est Brady qui a fait Belichick ou l'inverse ou les deux? En vrai, je suis pas sûr qu'on soit fixé tout de suite, comme on pourrait dire, et surtout suivant le choix que fait Belichick en gros. Est-ce qu'il essaye de se trouver un quarterback pour être à nouveau tout de suite compétitif, ou alors est-ce que les Patriots assument de rentrer dans un nouveau cycle et de couver un nouveau jeune quarterback pendant 1-2 ans jusqu'à qu'il soit prêt, tout ça.
C'est un peu dur à dire. Et puis pareil, Brady qui arrivera dans un contexte totalement nouveau, tu pourras pas le juger que là-dessus. Donc je suis pas sûr qu'on règle cette question-là. Mais en tout cas, côté Patriots, c'est quand même hyper intéressant de voir vers où va aller cette franchise. Hein. Sincèrement, il y a tellement d'options possibles que c'est très 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 intéressant. Et puis, il y a du boulot, quoi, parce que c'était pas que Brady le souci l'an dernier. Non, C'était loin d'être Brady le souci l'an dernier, d'ailleurs. Hein. Il faut reconstruire le groupe de receveurs. Ils ont tagué Joe Thuney. Bon, donc au niveau de la ligne, s'ils le gardent, il y a du matos. En défense, ils savent coacher, mais bon, c'est vraiment une drôle de situation, quoi. C'est hyper intéressant. Alors, ils ont fait du pied à Teddy Bridgewater. Apparemment, ils étaient dans la course. Donc, ça a l'air de vouloir dire, ce qu'on interprète au moment, encore une fois, où on se parle, qu'ils n'ont pas l'air de miser totalement sur une reconstruction totale. Donc, est-ce qu'ils sont dans la course pour un Andy Dalton ou un Cam Newton qui serait disponible dans des échanges ? Pourquoi pas. Effectivement, ça pourrait être une solution un peu intermédiaire. Dalton, je trouve que ça serait une solution intermédiaire. Cam Newton, ça serait une solution plus compliquée, mais qui, à mon sens, voudrait dire d'office, on veut continuer à être prétendant au titre, à mon sens. Hein, en faisant venir Cam Newton, c'est que tu assumes quand même des grosses ambitions. Sur un moyen long terme vu l'âge de Cam Newton. Hein. Non, c'est comme tu dis. Après, il y a beaucoup de choses. Ils ont perdu par exemple sur leur escouade de linebacker Kyle Von Nunn et Jimmy Collins. Il y a quand même beaucoup de joueurs à faire venir. Ils ont quelques tours de draft quand même cette saison. Ils vont continuer à en accumuler. J'ai hâte de voir. Hein. Je sais pas encore quelle direction ils vont prendre, mais à titre personnel, j'aimerais bien les voir tenter Cam Newton, mais ce n'est que... Mais tu sais que s'ils tentent Cam Newton, pour moi, ils sont encore favoris de la division. Hein. Oui. T'as toujours Belichick, parce qu'il y a ça aussi hein, dans cette situation, c'est que t'as quand même les Dolphins, les Bills et les Jets qui sont en mode genre, ouf, on a enfin perdu Brady, mais il y a toujours Bill Belichick. Et eux, c'est quand même toujours pas non plus des machines de guerre, quoi. Donc je pense pas que cette division elle soit totalement retournée, que les Patriots vont être au fond du trou. Ça reste une équipe hyper bien coachée, dirigée, gérée. On va avoir des exemples de GM un peu moins adroits dans les minutes à venir. Non mais voilà. Donc comme tu dis, s'ils prennent Cam Newton, même avec Andy Dalton, quoi. Je suis pas persuadé. Alors on n'a pas dit Jameis Winston, mais c'est la blague. Ce serait incroyable. N'empêche, là, c'est l'expérience ultime de Brady ou Belichick. Parce que tu vois, si tu inverses juste avec Jameis Winston, qui était l'ancien quarterback des Buccaneers, je pense que Belichick, il va faire bon, alors là, Bruce Arians, je vais te montrer comment on fait. Bon, après, entre parenthèses, en aparté, je pense pas qu'on change Jameis Winston, même tout Bill Belichick qu'on soit. Ou non, que ce soit. Je crois que c'est fini maintenant. Voilà, c'est un joueur qui est cassé sur un plan plus fondamental. Mais voilà, donc en tout cas, ouais, situation passionnante des deux côtés. Je sais, t'es plus impatient de voir les Buccaneers ou les Patriots jouer, sincèrement. Je suis même pas sûr de savoir. Je suis pas loin de penser les Patriots. On est d'accord, ouais. Là, en parlant, tu vois, c'est fascinant aussi, quoi. C'est vraiment fascinant. Et encore une fois, de toute façon, il va falloir que ça bouge au niveau quarterback parce qu'ils en ont qu'un dans l'effectif. Donc, il y aura forcément des arrivées, que ce soit par la draft ou quoi que ce soit. Alors, Jared Stidham, on est tous les deux pas les plus grands experts draft du site, donc on va pas prétendre savoir exactement ce qu'il vaut, etc. Ils ont quand même utilisé un choix de draft sur lui, donc c'est qu'ils doivent en penser quelque chose de positif. De là à le mettre titulaire, moi, de ce que j'ai compris, il peut y avoir quand même certaines limitations où voilà, c'était pas non plus. Mais si je dis pas de bêtises, Stidham, il est passé par Oregon avant de repasser par Auburn. Bon, il y a des capacités à voir ce qu'ils en pensent, mais je pense que ça va passer par l'arrivée d'un vétéran à la. Je sais pas, ouais, Dalton. Ouais. Là, c'est intéressant hein, parce que le domino Brady est tombé, donc ça commence à rendre les choses très intéressantes. Est-ce qu'on part sur la pointe d'humour ou est-ce qu'on continue avec les quarterbacks parce qu'on a évoqué Cam Newton, les Panthers, je pense qu'on peut peut-être plutôt partir là-dessus. Allez. Parce qu'on a un autre MVP qui est disponible. Alors, il est disponible, mais pas totalement disponible. C'est-à-dire que Cam Newton n'est pas free agent, mais les Panthers ont annoncé très officiellement, et ça c'était quand même déjà une première surprise, c'est que les Panthers eux-mêmes ont publié un tweet en disant
on a autorisé Cam Newton à chercher une autre équipe. C'est pas une procédure très très classique, d'autant plus que le joueur a répondu en moins d'1 heure sur les réseaux sociaux en mettant « Arrêtez de jouer sur les mots, j'ai rien demandé, j'aime les Panthers, c'est vous qui me poussez dehors, etc. » Dans les faits, déjà très concrètement business, si t'es une équipe qui veut Cam Newton, est-ce que t'attends pas tout simplement qu'il le coupe ? Parce que franchement, ils viennent déjà de le pousser dehors et ils ont signé Teddy Bridgewater derrière. Non, mais c'est vrai que se pose la question d'attendre qu'il le coupe, d'autant plus que c'est hier soir fin de soirée américaine, ou ce matin j'ai vu passer sur Twitter un tweet des Panthers qui remercie même Cam Newton, genre c'est bon, ça va au-delà de même il est disponible pour un trade, c'est vraiment merci pour tout et ciao quoi. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, on voit mal quand même les Panthers le garder toute une saison sur le banc à rien faire, ou genre dans l'effectif le payer sans qu'il... Enfin, ça paraîtrait impossible, étonnant. Donc c'est vrai que c'est une situation qui peut peut-être durer un peu longtemps et des équipes attendre. Après, la question c'est l'équipe très intéressée par lui, à quel point elle va prendre le risque de le laisser tester le marché, on va dire. Si tu es une équipe très très intéressée par lui, est-ce que tu attends qu'il teste le marché avec le risque qu'une autre équipe s'aligne, mette plus d'argent, ou est-ce que tu te dis c'est le gars que je veux et j'y vais tout de suite et tant ça pis. se joue là-dessus, ouais. Ça peut se jouer là-dessus, suivant comment ça mord, on va dire, sur l'hameçon. Je sais pas, je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui pourraient être intéressées, donc faut voir après s'il y a bataille ou pas, ou si plusieurs équipes pensent qu'il est cramé physiquement. Alors, justement, on a dit Patriots. Derrière, qui pourrait être intéressé par Cam Newton ? J'ai sous les yeux la liste des équipes NFL. En AFC, il n'y en a pas tant que ça. Parce que tout le monde semble avoir plus ou moins un quarterback. Moi, celle qui me semble évidente, c'est les Chargers. Oui. Je pense, à moins que les Dolphins voient en lui un ancien MVP qui peut redonner un souffle à la franchise. C'est vrai. Parce qu'il y a la draft, mais il y a ça aussi. Et du côté de la NFC, il y a éventuellement Chicago, évidemment, dont on parle souvent comme une équipe qui aurait besoin d'un quarterback. Chicago qui apparemment était assez chaud sur Bridgewater avant de se le faire piquer par les Panthers. Donc, En plus. Donc les Patriots, on a dit qu'ils approchaient Bridgewater. Oui, c'est les Patriots qui approchaient Bridgewater. Oui, c'est ça. On finit par s'embrouiller avec tout ce qui se passe. Et derrière, les Redskins se seraient renseignés. Mais ce serait pas hyper sérieux. Pour l'instant, ils garderaient un œil. Ça me semble à peu près être le tour des équipes qui auraient besoin d'un quarterback. Moi, je te le dis, Chargers, ça me semble être... Moi, je le vois, je sais pas pourquoi, je le vois aux Chargers. Je pense qu'il est fait pour vivre à Los Angeles, quoi. Disons que pour les Chargers, là où ça pourrait être aussi un bon coup, c'est qu'effectivement, pour une équipe qui a du mal à attirer du public, à Los Angeles, tout ça, un quarterback comme Cam Newton a le star power, on va dire, pour faire venir du monde, je pense. Comme tu dis, il arriverait dans une situation quand même avec un groupe de receveurs, de cibles, de skill players assez intéressante et meilleur que ce qu'il avait à Carolina, à mon sens. Une défense avec des éléments solides. Non, je pense qu'à l'heure actuelle, effectivement, les Los Angeles représentent sans doute ce qui est plus intéressant, et dans les équipes qui ont besoin d'un quarterback, ça... C'est vraiment, encore une fois, c'est marrant d'ailleurs, cette sorte de déchéance de Cam Newton. On parle quand même d'un MVP. Il est MVP de la saison 2015. Mais voilà, il y a les blessures, il y a un niveau qui a quand même pas été fabuleux depuis. Qui a pas été fabuleux depuis, effectivement, gêné par ses blessures, donc il y a peut-être aussi quand même ce côté-là. Et c'est vrai que pour une franchise, c'est peut-être compliqué de s'aligner sur un joueur sans pouvoir peut-être faire tous ces examens physiques avant, savoir dans quel état réellement... Il y a ça aussi, ouais. Il y a ça aussi. On rappelle, à cause des mesures actuelles, il n'y a pas de... T'as vu, je suis comme le président, je joue à ni oui, ni non, ni confinement. Donc je dis, à cause des mesures actuelles, c'est vrai que les équipes ne peuvent pas faire passer de visite médicale aux joueurs. Au moment où on se parle, ils sont en train d'essayer de trouver un process pour qu'ils puissent passer des visites avec des médecins locaux près de chez eux, quoi. Donc ouais, quand on a un mec qui sort d'une blessure au pied, qui devait être soigné rapidement, qui finalement l'a pas été, qui a traîné sur toute la saison, c'est compliqué. Moi, je pense qu'on peut éliminer les Patriots because Bill Belichick, Cam Newton. Tu crois ? Moi, je trouve pas ça si... Je sais pas. Moi, je suis pas si... Après ce que leur a fait subir Antonio Brown l'an dernier, je pense que les mecs qui écrivent en all cap et à l'envers sur les réseaux sociaux... C'est un peu différent.
Je sais pas, moi ça me semble pas si. C'est plus des questions de marge salariale, tout ça, où là j'ai un peu plus de doutes sur leur capacité à réabsorber un gros contrat, tout ça. Bon. Mais non, enfin. Clairement. Donc, si les Panthers laissent filer Cam Newton, c'est qu'ils ont un nouveau quarterback. Teddy Bridgewater, 63 millions sur 3 ans, 33 millions garantis. Alors, moi, je vais te le dire tout de suite, je ne comprends pas pourquoi tu prends Teddy Bridgewater plutôt que Cam Newton. Oui, je suis assez du même avis. Visiblement, le nouveau coach des Panthers veut arriver avec ses idées et veut tout de suite imposer son style. Il prend quand même beaucoup de risques parce qu'il vire un quarterback plus ou moins bien établi pour un quarterback qui s'est jamais imposé, qui, quand il a eu l'occasion de faire 2-3 matchs titulaires chez les Saints, ça n'a jamais impressionné particulièrement. Bridgewater, il a une cote d'amour qui me dépasse. Alors, je sais qu'il y a la blessure et tout, mais c'est... Ouais, non, mais... Et puis bon, bah là, vu le salaire, clairement, c'est pour qu'il soit titulaire 2 saisons à minima, hein. Je veux dire, c'est pas autre chose. Je connais pas assez encore le nouveau coach des Panthers pour savoir si effectivement peut-être ces schémas offensifs correspondent plus à un quarterback comme Bridgewater. Là-dessus, faudrait avoir le temps de potasser un peu plus. Moi, j'ai pas ancien coach universitaire, j'ai pas d'avis là-dessus. En fait, je crois qu'il a bossé avec Bridgewater aussi. Hein. D'accord, mais ouais, moi sur le principe là comme ça, je suis très très sceptique. Et c'est vraiment un choix qui peut se retourner très très vite contre Brady, le nouveau coach des Panthers. Parce que si jamais Newton part, si Cam Newton brille dans sa nouvelle équipe et que Bridgewater fait des prestations mauvaises, va falloir expliquer aux fans que tu as viré Newton pour ça. Donc c'est un très très gros risque de sa part pour rentrer dans la ligue. Bon. Joe Brady, le coordinateur offensif des Panthers, a Matt été Rule, c'est ça le coach. J'ai un trou du coup. Ouais. Il a été il a été assistant offensif chez les Saints en fait en 2017-2018, donc il a côtoyé Bridgewater à ce moment-là. C'est Matt Rule, le coach des Panthers. On finit par s'embrouiller avec tout ce qui se passe. On va continuer avec les quarterbacks. On finira avec les receveurs, mais il faut quand même parler d'un autre joueur de légende qui change de crèmerie. C'est donc Philip Rivers qui va aux Colts. Alors lui, c'est annoncé, c'est une saison. Une saison et 25 millions de dollars. Hein, donc je me mets plutôt pas mal. On avait déjà un peu évoqué celui-là dans le podcast de preview parce que visiblement tout le monde le voyait venir. Et pour une fois, tout le monde le voyait venir et ça s'est fait. Est-ce que donc les Chargers ont plus de chances maintenant d'aller au bout? Est-ce qu'il y a une fenêtre de tir pour l'AFC, le titre, les Colts, tu veux dire? Les Colts, voilà, je vais pas m'y faire. Écoute, on le voyait tellement venir, ça nous paraissait logique que je vais pas te dire tout d'un coup que ça ne l'est pas. Hein. Les Colts sont dans une position où finalement ils étaient pas si loin que ça d'aller en playoff l'an dernier, un peu à cause de leur kicker et d'un Brissett pas assez forcément décisif dans des moments importants. Ils tentent un pari sur Philip Rivers qui aura quand même là l'avantage d'être beaucoup mieux protégé qu'à Los Angeles. Mine de rien, en ayant un peu plus le temps, il va peut-être moins précipiter ses choix et être un peu plus précautionneux, on va dire, par rapport au ballon. Et moi, je trouve que c'est assez clair de la part des Colts. C'est 1 an ils vont drafter un quarterback pour le préparer à prendre la succession de Rivers derrière. Ils sont dans une AFC Sud où quand même les Jaguars ont l'air perdus. Les Titans, ils vont se battre avec les Titans, mais les Texans, tu sais pas quoi t'attendre en plus avec leur dernier mouvement. Ah bah oui. Ils ont une division prenable. Je trouve ça pas inintéressant de tenter le coup Rivers. En tout cas, je trouve avec la marge salariale qu'ils avaient, les choix de draft qu'ils ont, machin, que c'est une opération, ça se tente. Et puis ils risquent pas grand chose, quoi. Je vais pas épiloguer beaucoup plus non plus. Clairement, c'est un choix logique. Enfin, c'est un choix logique par rapport à la dispo. Brissett est un peu plus limité. Brissett en bonne santé prenait à peu près soin du ballon et ça tournait. Après, Rivers peut apporter peut-être ce truc de niaque en plus, d'expérience, de mener l'attaque, de voilà. Donc je peux comprendre le choix. Tu l'as dit, en plus, ils ont quand même des cibles quand tout le monde est en bonne santé. Ils ont une ligne, ils ont une défense qui se construit. Et c'est aussi vers ça que je voulais nous amener parce que plus que Rivers, en fait, qu'on attendait, l'événement, c'est l'arrivée de DeForest Buckner.
dans un échange avec les 49ers. Est-ce que du coup ça renforce significativement cette défense? Oui, ça renforce. Moi, je suis pas le plus grand fan de Buckner, mais assurément, ça renforce quand même cette défense qui avait un vrai besoin à ce niveau-là de la ligne défensive. Une fois que je pense qu'ils avaient en cible Chris Jones, une fois qu'il a été tagué, ils ont cherché un peu une autre solution intérieure ligne défensive. Ils tombent sur Buckner qui a un bon niveau, qui a de la production. Ça rapporte un poids tout de suite dans cette défense. Donc là-dessus, c'est bien joué, ça leur coûte pas plus que ça. Non, c'est un mouvement qui reste intéressant pour l'équipe, clairement. Passons à la blague de la Free Agency. Alors c'était le premier jour, tout allait à peu près comme d'habitude, un petit tag, un autre tag, et là d'un coup Bill O'Brien a surgi. Alors il a décidé de faire rire le monde visiblement en ces temps difficiles, il voulait nous détendre. Donc Bill O'Brien, alors tout d'abord, ça a été en 2 temps, je dois l'avouer, on a sucré un article qu'on a publié sur le site genre 3 minutes après, parce qu'au début je publiais un article, David Johnson arrive au Texans. Bon, contre pas grand-chose, ça a l'air d'être plutôt bien. 3 minutes après, on apprend que le pas grand-chose, finalement, c'est DeAndre Hopkins. Donc, Bill O'Brien a échangé DeAndre Hopkins, c'est quand même délirant. Donc, DeAndre Hopkins et un choix du 4e tour vont aux Cardinals. Et en échange, les Texans reçoivent David Johnson, un choix du 2e tour et un 4e tour. Donc, en gros, les 4e tours, ça va être un échange. Et donc, tu as échangé DeAndre Hopkins contre David Johnson et un 2e tour de la draft. À quel niveau de délire sur une échelle de 1 à 10 on se trouve? 11. Oui, voilà, je sais ce que j'attendais. J'attendais que tu dises même 15. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête c'est pas possible. C'est un des meilleurs receveurs de la NFL. C'est un mouvement catastrophique, encore une fois, en tant que manager de la part de Bill O'Brien, parce qu'autant en coach, finalement, les résultats peuvent des fois lui donner plus raison que ce que nous, on dit sur lui, mais alors en tant que manager général, c'est quand même hallucinant un tel trade. Sur l'an dernier, Odell Beckham, les Giants récupèrent un premier tour. On va parler d'un autre receveur qui est aussi parti pour un premier tour juste après. Je ne comprends pas comment tu n'arrives pas à avoir un premier tour pour DeAndre Hopkins. Ça me semble... Parce qu'il a 27 ans, on rappelle. Il n'a pas 35. Mais... Moi, ce que je comprends pas, c'est à quel moment il raccroche le téléphone et il se dit « Ouais, c'est bon, je pense que je pourrais pas avoir mieux ailleurs. C'est parti. » Ouais, non, mais je suis d'accord. Et au-delà même, j'ai envie de te dire, au-delà même même s'il avait obtenu un premier tour, je pense que c'est pas un échange qu'il fallait faire. Je pense que les Texans ne doivent pas se séparer de DeAndre Hopkins. Enfin, on l'a quand même vu, on l'a vu l'an dernier, les Chiefs, ils gagnent le Super Bowl parce qu'ils ont une armada offensive, Tyreek Hill, Kelsey, Watkins, Mecole Hardman, enfin, ils ont 3-4 receveurs de très haut niveau qui font la différence. Et avec une ligue de plus en plus tournée vers le jeu aérien, se séparer tout d'un coup de DeAndre Hopkins, avoir derrière en numéro 1 Will Fuller qui fait un match sur 2, et là, quand il va être aligné en receveur 1, ça sera pas la même histoire parce que DeAndre Hopkins, il en a tiré de l'attention. Moi, je trouve que c'est un trade qui n'a absolument aucun sens. Aucun. Mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il commençait à y avoir un truc avec Deshaun Watson. Ça commençait à prendre. Cette équipe a commencé à avancer, à ressembler à quelque chose. Il y avait une base. Et la base, c'était ces 2 mecs-là. C'était Watson, Hopkins. Hopkins prend 104 passes, 1165 yards et 7 touchdowns l'an dernier. Et tu retires ça à Deshaun Watson, qui est censé être ton quarterback du futur, que tu as déjà du mal à protéger quand même. Et encore, ils ont fait venir Laremy Tunsil, qui leur avait coûté 2 premiers choix. Voilà, non mais on compare Laremy Tunsil, 2 premiers choix, Hopkins, tu n'obtiens rien en échange. Enfin, c'est quand même les mecs sont à côté de la plaque. C'est incroyable. Comme tu dis, il n'y a pas d'explication. Et c'est pareil, tu fais venir David Johnson, mais pas le David Johnson d'il y a 4 ans. Un David Johnson qui est tout pété et qui s'est fait prendre sa place par Kenyan Drake. Ah oui, non, mais ouais. David Johnson, sur les 2 dernières saisons, c'est 3,5 yards de portée par course. Enfin, c'est mauvais. Effectivement, c'est un joueur qui a l'air plus ou moins fini. Et je suis pas persuadé que le génie offensif de Bill O'Brien va le relancer. Non, mais voilà, c'est une gestion catastrophique. C'est quand même, sauf erreur de ma part, c'est aussi la 3e fois en 2 ans que Bill O'Brien fait des trades pour un coureur. Il y a eu Carlos Hyde, il y a eu David Johnson et il me manque le 3e. Enfin, bon, voilà, c'est une catastrophe. Lamar Miller dans le 3e. Lamar Miller, voilà. Bill O'Brien se prend pour un mec plus intelligent que tout le monde, très bien, mais là va falloir se rendre à l'évidence qu'il l'est pas en fait. Enfin, faut qu'il se réveille vite et le problème là, c'est que là tu vois la faute en incombe aussi aux propriétaires des Texans. Ouais. Il y a un moment,
il peut pas laisser son équipe se ridiculiser comme ça. C'est le proprio, faut qu'il mette le haut là et qu'il dise non, il me faut un general manager dans cette équipe et arrête tes conneries, Bill, quoi. C'est vraiment. Et puis, comme tu disais, génie tactique ou pas, et quand bien même ils trouveraient à les utiliser, le problème c'est que Fuller et Johnson, ils vont passer la moitié de la saison à l'infirmerie. Oui, oui. Donc même s'ils trouvent un moyen génial de les utiliser, ils seront pétés au bout de 3 semaines. Donc c'est quand même. C'est dramatique, on peut pas dire beaucoup plus. Si on peut se tourner vers le positif, c'est pour Arizona, parce que tu parlais d'armada offensive. Les mecs ont DeAndre Hopkins maintenant en numéro 1. Tu peux faire glisser Larry Fitzgerald dans un rôle de numéro 2. Parfait, parce qu'il est vétéran et qu'il va doucement vers la fin de sa carrière. Tu as un Christian Kirk qui est jeune et qui monte en puissance, qui va prendre justement ce rôle de numéro 2 à côté d'Hopkins. Là, pour le coup, lui, Kyler Murray, il se régale. C'est tout l'inverse de Deshaun Watson qui doit être aux abois, quoi. Ah, clairement, lui c'est vraiment la régalade. Tu dis, mais Fitzgerald, moi je te le glisserais même dans le slot. Un coureur de route aussi exceptionnel, tu le mets dans le slot avec sa qualité de catch. Enfin, c'est vraiment une équipe qui, là, j'aime bien finalement la direction qu'a commencé à prendre Arizona. C'est que Cliff Kingsbury est un esprit offensif. Il mise tout sur l'attaque dans cette équipe. Alors on fait venir des skill players pour entourer Kyler Murray. Il faut encore un peu peaufiner la ligne offensive, mais au final, voilà, il mise sur l'attaque et il y a une direction claire. Kyler Murray va se régaler parce que Hopkins va l'aider énormément. Clairement, je serais les autres équipes de la NFC West, je serais vraiment pas content de voir ça, de voir Hopkins arriver pour ça chez un rival de division. Mais non, c'est côté Cardinals, moi, elle rentre directement dans les top 5 équipes que je veux voir l'an prochain, quoi. J'ai hâte de regarder ce qui va se passer là-bas. Cette division, tu le disais, Rams, Seahawks, 49ers, Cardinals, ça va être des affiches incroyables toutes les semaines quasiment, du coup, hein, les oppositions NFC West. Hein. Ça va être vraiment du très très lourd. Et je suis comme toi, ça va régaler. En défense, il y a déjà des pièces aussi impressionnantes comme Chandler Jones. Donc s'ils arrivent à construire un peu leur défense, ça peut être une montée en puissance assez incroyable. Si Kyler Murray est vraiment le talent annoncé et qui progressait ces derniers temps, waouh, il peut y avoir une vraie équipe. Et de toute façon, quand il y a une énorme bande comme ça, il y a toujours quelqu'un qui est heureux. Hein, donc, fallait bien que ça profite à quelqu'un. L'extrême inverse de Bill O'Brien, ce sont les Vikings, puisque eux aussi ont échangé, c'était limite du troll, hein, ils ont échangé Stephon Diggs quelques heures plus tard, et eux, alors ils ont envoyé Diggs avec un 7e tour, mais ils récupèrent en échange le 22e choix de la draft à venir, donc premier tour, un choix du 5e et du 6e en 2020, et un choix du 4e en 2021. Stephon Diggs, 63 réceptions, 1163 yards et 6 touchdowns en 2019. Les Vikings auront donc 2 choix du premier tour cette année. J'ai envie de dire, c'est comme ça qu'on fait. Oui, ça paraît déjà bien mieux opéré. D'autant plus qu'on sait quand même que Diggs était pas très content à Minnesota. Il y avait quand même beaucoup de problèmes d'entente avec Cousins, son rôle dans l'équipe. Donc, en plus, obtenir un premier tour quand les autres équipes savent potentiellement que Diggs était tradable sur la sellette, c'est d'autant mieux joué que ce qu'ont pu faire les Texans. Hein. Je veux dire, là-dessus, Tu viens d'enfoncer Bill O'Brien, j'avais même complètement oublié ça, que Diggs, on le savait, alors que DeAndre Hopkins, ça sort par surprise et c'est nul, quoi. Ouais, voilà. Bon, c'est voilà, c'est la différence entre un manager correct et juste pas un manager, quoi. Après, je trouve que pour les Bills, c'est un bon coup malgré tout, malgré le prix. Il y avait besoin d'un vrai numéro 1 pour aider Josh Allen à passer un palier. C'est ce qu'est Diggs. C'est quand même un très bon. Il a une capacité à courir plusieurs tracés différents très bien. Il apporte quand même du caractère. Alors, va falloir le gérer un peu, mais je fais confiance à Sean McDermott pour gérer son caractère. Enfin, le vestiaire quand même de Buffalo a l'air très bien géré. Il y a pas de tête qui dépasse. Donc, je compte sur lui pour faire ça. Et je trouve que c'est un très très joli coup de leur part pour le coup. Ouais. Je suis d'accord avec toi au sens où c'est clairement ils en avaient besoin. Il vient s'ajouter à John Brown, Cole Beasley. Il y avait des mecs comme ça qui progressaient, mais ils avaient besoin d'un vrai numéro 1. Donc pour eux, ça se tentait. Ça vaut un 20. C'était quoi, le 22 ou le 25? C'est un des deux, là, c'est le 22. Bon, ça me choque pas pour un receveur qui est dans la plénitude de sa carrière. Il doit avoir, c'est pareil, il doit avoir 27 piges ou quelque chose comme ça.
Donc ça le fait du côté de... Il a 26 ans, ouais. Du côté de Minnesota, évidemment, je suis toujours moins fan parce qu'on le disait, plus t'as de bons receveurs, mieux c'est. Après, si vraiment l'entente était impossible, il avait vraiment... Enfin, on l'avait vu, comme tu dis, on le voyait sur certains matchs, il était tellement agacé, il était tellement stressé. Donc voilà, si ça pète le vestiaire, bon, quand on arrive à ce point-là, et si tu arrives à récupérer tout ça... on ne sait jamais, ils vont peut-être trouver un receveur de qualité aussi avec un de leurs deux choix du premier tour, ça leur donne des options pour renforcer leur ligne, ça leur donne des options pour renforcer leur défense. Donc pourquoi pas, c'est une équipe qui était suffisamment solide pour se le permettre, je pense, à ce niveau-là. Et les Bills font aussi, c'est quasiment un gagnant-gagnant pour moi. Oui, c'est quasiment un gagnant-gagnant. Comme toi, après, je suis pas forcément fan tout de suite de faire partir un receveur qui pèse pour milliards, parce qu'il faut mine de rien combler statistiquement quasiment ses gains. Mais bon, visiblement, s'il y a une classe de receveurs assez importante à la draft, donc peut-être que tu peux trouver un talent que tu fais émerger, donc on va voir, hein, mais oui, c'est quasiment du gagnant-gagnant, effectivement. J'allais dire, c'est le moment pour Laquan Treadwell de se révéler et de prendre la place, mais je sais même plus s'il est dans l'effectif des Vikings, pour être tout à fait honnête. Ouais, je suis pas sûr qu'il soit encore là-bas. Je sais pas, il a été coupé, il a fait quelques allers-retours, hein, donc attends, Laquan Treadwell. Laquan Treadwell, je tape dans mon petit moteur de recherche, et il est où Laquan en ce moment? Et s'il est aux Vikings, hein. Ah bah écoute. Ouais, il a dû être coupé, re-signé à un moment. Oui, c'est ça, il a attrapé une passe en Monday Night Football en semaine 13 aussi, tiens, pour un touchdown de 58 yards. C'était quand même son premier touchdown depuis le début de sa carrière. Donc... Ah non, depuis le début de la saison 2018, pardon. Il a marqué plusieurs touchdowns. Mine de rien, lui, il a eu de la chance d'être sélectionné très haut dans la draft, parce que sinon, il aurait déjà fait 7 ou 8 équipes. Hein. Oui, c'est clair. C'est clair. Mais d'ailleurs, c'est peut-être pas parce que il avait été sélectionné autour du 20e choix de la draft. Donc je sais pas si les Vikings doivent utiliser leur 22e choix de la draft sur un receveur. Ça a pas l'air d'être leur truc. Dernier mouvement dont on va parler, il est en défense. Il a eu lieu juste avant, je crois, le début de la free agency. C'est l'arrivée de Calais Campbell chez les Ravens. Et là encore, on parlait d'échanges un peu déséquilibrés. Celui-là, il me semble quand même aussi pas mal dans le domaine, puisque Baltimore n'a déboursé qu'un choix du 5e tour de la draft pour récupérer Calais Campbell. Alors oui, il avait un contrat à 15 millions la saison, il a négocié d'ailleurs une prolongation, donc il est à 27 millions sur 2 ans, 20 millions garantis. Mais c'est Calais Campbell. Alors je sais qu'il a un peu baissé de niveau, il a 33 ans maintenant, il sort d'une saison à 6 sacs et demi, mais c'est quand même un mec qui a de l'influence sur le jeu encore. Oui, c'est un capitaine, il a de l'influence sur le jeu, il apporte un besoin de pass rush sur les côtés qu'avait Baltimore. Dans une défense où malgré tout qui est capable de blitzer un peu de tous les côtés, qui est capable d'apporter, donc il va s'intégrer parfaitement dans ce schéma. Puis c'est un joueur intelligent avec un gros QI football, donc je pense que c'est un coup pour un 5e tour, pas grand chose, et qui va tout de suite apporter à cette défense. Voilà, que veux-tu, il y a des équipes bien gérées qui trouvent des coups comme ça. Pendant que d'autres, voilà. Les Ravens, ils sont jamais fatigués à ce niveau-là. C'est incroyable. Il y a Ozzie Newsome, le GM, qui était parti. On se disait bon bah peut-être que voilà, il avait quand même un niveau incroyable et tout. Il a bien appris au suivant. Ah oui. C'est typiquement le genre de signature Ravens, quoi. Le bon mec expérimenté, intelligent, qui va apporter à la défense, qui aura peut-être pas des stats explosives, mais qui va apporter quelque chose. Un peu comme quand ils avaient fait venir Eric Weddle, qui avait apporté à l'époque au poste de safety dans le genre expérimenté comme ça. Enfin, voilà, c'est un coup de maître. 5e tour, et donc on rappelle, c'est un 5e tour qu'ils avaient récupéré en refourguant un kicker remplaçant aux Vikings quand même. Et les Vikings avaient coupé ce kicker 3 semaines après. Oui. Donc voilà, c'est pas... ouais. J'étais en train de réfléchir, il y a quelques autres moves, on a dit qu'on ferait des bilans plus longs, mais en plus c'est pas le seul autre bon move des Ravens pendant la free agency, donc... Ils continuent. Non, ils ont récupéré un beau choix de la part des Falcons, non, pour un de leurs tight end. Oui, pour Hayden Hurst, ouais, c'est vrai. Voilà. Non, mais voilà. Et puis après, alors ils ont payé un peu plus cher, donc pas là-dessus, mais ils ont récupéré Michael Brokers aussi, donc au niveau de la ligne défensive, ils sont en train de s'épaissir de manière assez intéressante. Brokers, qui est un joueur solide, qui apporte tout ce qu'il faut. Qui est un joueur un peu moins fort que Calais Campbell historiquement, on va dire, mais qui est dans la mouvance de ces joueurs NFL, toujours réguliers, qui ont une carrière d'une régularité irréprochable. C'est ça. Et ils gardent Mathieu Judon avec le franchise tag. Donc franchement, là, ils sont en train de se mettre
très très bien encore les amis de Baltimore. Voilà, leurs supporters, ils ont de quoi être sereins. On a débriefé les principaux mouvements. Encore une fois, on le répète, il y aura une émission de débrief free agency plus globale. Une fois que tout se sera un petit peu apaisé aussi, on débriefera ce qui s'est passé un peu plus dans les grandes lignes, les bons coups pour chaque équipe. On a parlé donc des joueurs qui ont bougé, petite pause, et on revient avec les non-mouvements les plus importants. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Beaucoup de joueurs ont bougé donc, mais il y en a aussi qui restent et ça a son importance. Le premier, on va revenir sur les quarterbacks, c'est Ryan Tannehill. C'était un des enjeux de cette free agency. Tennessee arrive à garder son noyau dur. Franchise tag pour Derrick Henry, nouveau contrat pour Ryan Tannehill. Le montant du contrat, c'est 4 ans, 118 millions de dollars, 62 millions garantis. 91 millions, alors j'adore, 62 millions garantis et 91 millions garantis au total. Alors il y a des très très garantis et des seulement un peu moins garantis. Les mots ne veulent plus rien dire, mais pourquoi pas. Ce qu'on va retenir, c'est 29,5 par saison. 29 millions et demi par saison, 4 ans. C'est pas... On va pas jouer les Joe comptables parce que c'est pas notre truc à tous les deux. C'est haut évidemment, mais le salary cap augmente encore. On l'a déjà dit dans la dernière émission. Et il faut payer pour garder ses quarterbacks. Donc on a dit de toute façon, Drew Brees, on va en parler, c'est 25. Rivers c'est 25 alors qu'il a 38 piges. Donc en fait, si tu payes Rivers 25 à 38 piges et avec son ratio d'interception de l'an dernier, je suis pas choqué que tu files 30 à Tannehill qui a 7 ans de moins et qui vient de mener ton équipe en finale de conférence, quoi. Non, mais voilà, c'est ce que tu dis. Moi, payer ton quarterback à partir du moment où Tennessee a été convaincu par Tannehill et pense que c'est son quarterback pour les 5-6 prochaines années, le payer 30 millions. L'an prochain, tu as 3 quarterbacks qui seront payés 35 et voilà, ça rentrera dans la vie de la ligue. Tennessee fait le choix de garder son noyau dur, Tannehill et Henry. On peut pas leur reprocher vu la saison dernière et la belle saison et les progrès finalement de cette franchise depuis 3-4 ans et le passage d'un cap avec Mike Vrabel comme coach. Donc ils sont dans la continuité, ça me paraît somme toute logique. Oui, non, là honnêtement, on va être moins long sur les re-signatures parce que souvent c'est quand même très très logique et on s'y attendait un petit peu. Bon, très beau, on va quand même dire beau signe de confiance, de pas s'être lancé dans une sorte de poursuite un peu retors de Tom Brady, etc. Alors je sais pas à quel niveau ça avait flirté, mais officiellement ils ont re-signé Tannehill avant l'ouverture de la free agency, donc clin d'œil où ils n'ont pas parlé à Brady, bien sûr. Il n'y a eu aucune discussion avec les agents avant l'autorisation officielle, bien sûr. Donc voilà. Mais en tout cas, ils n'ont pas traîné, donc c'est quand même plutôt un signe de confiance. Ça semble ultra logique. Honnêtement, moi, s'il y avait eu le choix entre Tannehill et Brady, je suis pas sûr que j'aurais pas signé Tannehill aussi de toute façon. Il s'inscrit dans la lignée de la saison réussie. Il est plus jeune. Évidemment, c'est dur de tenir, de faire confiance que sur une grande saison, mais au bout d'un moment, il y a des fois, il faut tenter sa chance. Il n'y a pas 20 000 occasions non plus en NFL de trouver des quarterbacks. Et puis le plus important, tu gardes Derrick Henry à côté. Voilà, cette équipe repart avec la même base. Maintenant, faut confirmer. Et Derrick Henry, juste pour le tag, c'est 12,4 millions de dollars, si je dis pas de bêtises. Bon, faut espérer quand même qu'il soit récompensé avec un contrat long terme, mais c'est toujours dur pour les coureurs. Ils font pas fureur sur le début de la free agency. Non, ils font pas fureur. Normal, il y a quand même de plus en plus de doutes sur la longévité des coureurs. Quelques regards sur l'importance du jeu au sol, ou en tout cas d'avoir un seul gros coureur, c'est pas forcément la tendance actuelle. Je pense qu'ils vont réussir à le re-signer quand même pour un plus gros contrat, après avoir ce que lui demande. Ouais, ça va se jouer là-dessus. Bon, en tout cas, ils ont encore une fois Derrick Henry tagué et Ryan Tannehill, 31 ans, prolongé. Donc Titans qui joue la continuité. Continuité aussi du côté de Dallas. Là, le franchise tag, il est pour le quarterback, c'est Dak Prescott, et le gros contrat, il est pour le receveur qui est Amari Cooper. Alors, le franchise tag sur Dak Prescott, c'est quand même tout sauf une surprise. On s'attendait à ce qu'il ait un gros contrat ou le franchise tag. Le franchise tag, c'est quasiment 27 millions de dollars. Donc, a priori, même s'il n'est pas signé sur le long terme pour l'instant, c'est pas mal. Alors,
j'ai envie de dire que les deux, moi, me semblent des choix, je vais pas dire par défaut, mais t'es un peu coincé, quoi. Il n'y a pas mieux que Dak Prescott disponible. Il est le plus jeune parmi les free agents à ce moment-là. C'est pas exceptionnel, c'est surpayé. Tout le monde est surpayé. Je sais pas. Prescott, il n'y avait pas le choix. Cooper, 100 millions, dont 60 millions garantis. On l'avait dit, on avait tous les deux des doutes sur Cooper, notamment dans les grands rendez-vous et sur la régularité. Moi, ça me paraît beaucoup pour un Amari Cooper. Ça me paraît beaucoup pour un Amari Cooper, effectivement. Maintenant, on le dit aussi, il faut des cibles. Donc, j'ai du mal à, tu vois, trop leur jeter la pierre parce que moi, je crois pas à l'équipe. Je crois pas à une équipe qui peut prétendre au titre avec 3 receveurs rookies et espérer que ça se passe bien. Tu vois, bon, voilà, ils ont fait le choix de le payer. Effectivement, c'était. Mais d'un côté, comme tu dis, il y avait pas mieux de toute manière sur la free agency. Il y avait pas. Ou alors il aurait fallu laisser partir Cooper, le proposer contre Hopkins à Bill O'Brien. Non, ils auraient pu après tout. O'Brien aurait peut-être rien dit. Bon, il est j'ai du mal à c'est un peu cher. Moi, on aura toujours ces doutes sur sa régularité. Maintenant. Oui, non, mais je pense que je l'aurais pas géré mieux, tu vois. C'est ça le truc. C'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que je disais faute de mieux, mais en même temps, c'est pareil, je leur jette pas la pierre. Et je pense que tu n'avais pas le choix. En effet, tu pouvais pas, vu que tu prétends quand même à la NFC Est, parce que c'est une division où tu as ta chance. Donc tu peux pas prétendre à trouver un meilleur quarterback et tu peux pas prétendre à trouver dans l'immédiat un meilleur receveur. Donc clairement, les deux se défendent. C'est surpayé, mais tu n'avais pas le choix. Moi, c'est à ça en fait que je reviendrai. Logique aussi, Drew Brees, 25 millions par an, parce qu'il y a 2 saisons, donc ça fait 50 millions sur 2 ans pour un joueur de 41 ans. Oui, c'est ça, 41 ans. Il est engagé jusqu'à ses 43 ans. Bon, là, c'est pareil, c'est la plus logique. Il l'avait annoncé lui-même. Les Saints ne voulaient pas le laisser partir. Voilà, on continue. 27 touchdowns, 4 interceptions, 11 matchs l'an dernier. Bon, t'avais mis en garde de temps en temps contre une petite baisse de niveau, mais c'est pareil, ils allaient pas. Enfin, faut quand même mieux Drew Brees que Bridgewater, même maintenant. Oui, je pense, oui, non, mais effectivement, c'est le bon choix. Moi, je reste. J'ai toujours, depuis 1 an et demi maintenant, la petite inquiétude sur Brees et sa fin physiquement, sa fin de carrière. Écoute, les Saints le voient au jour le jour, pas moi, donc ils lui font confiance. Ça paraît le plus logique pour eux. Hein. Clairement. Les Vikings prolongent leur quarterback. Il restait plus qu'une saison sur le contrat de Kirk Cousins. J'avoue qu'on l'avait un peu oublié avec ce qui arrivait. Il avait signé un gros contrat de 3 ans seulement en 2018 et il prolonge là de 2 ans et 66 millions de dollars. Ça fait donc désormais un contrat de 3 ans, 96 millions, 61 millions garantis. Voilà, à partir de maintenant. 26 touchdowns, 6 interceptions l'an dernier, 107,4 d'évaluation, c'était sa meilleure en carrière. Il a toujours que 31 ans, ce qui est plus très vieux pour un quarterback maintenant. Bon, bah, c'est pareil, ça paraît beaucoup, mais tu peux pas aller chercher autre chose que Kirk Cousins, a priori. Malgré toutes les moqueries, malgré... Non, puis de toute manière, c'est le cap qu'ils se sont donné. Ils envoient Diggs qui ne s'entend pas avec Cousins ailleurs, ils prolongent Cousins, voilà, ils ont fait un choix qui est établi. Il y avait effectivement du mieux avec Kirk Cousins quand même l'an dernier, et notamment cette victoire en play-off qui a peut-être permis de débloquer quelques trucs psychologiquement du côté de Cousins et d'une partie de l'équipe de Minnesota. Bon, il continue. Impossible pour le moment de reprocher à cette équipe de garder son quarterback qui les mène à une victoire en play-off, quoi. Clairement. AJ Green, enfin, franchise tagué. Il n'a pas joué la saison dernière, donc c'était une situation compliquée. 18 millions et demi de dollars la saison prochaine, c'est un receveur de 31 ans. Ça paraît logique quand tu sais que tu vas drafter un quarterback rookie. Oui, pour les Bengals, c'est pas mal de se garder un gros receveur comme ça pour aider le jeune quarterback qui sera drafté. J'allais dire pauvre AJ Green, mais bon, à 18 millions, c'est peut-être un peu moins dur. Ça rend le quotidien plus supportable. Ça rend le quotidien sans doute plus supportable. Ça m'aurait pas déplu de le voir ailleurs quand même, puisque ces 2-3 dernières années à Cincinnati, c'est pas forcément la rigolade pour lui. Maintenant, bon, peut-être qu'avec un nouveau quarterback, ça va reprendre un peu d'élan dans cette équipe, un peu de... C'est ce que j'allais dire, je vois ça comme une situation, alors il est plus jeune, il a encore que 31 ans, mais je vois ça comme une situation un peu à la Larry Fitzgerald où pendant longtemps j'aurais bien aimé qu'il soit libéré et qu'il aille jouer dans une équipe un peu plus costaud.
Bon, là, Fitzgerald s'éclate avec Kyler Murray, un nouveau coaching staff, etc. Si jamais Joe Burrow avec Zach Taylor, ça donne quelque chose. Non, puis en vrai, même pour AJ Green, ça peut être pas mal. Il signe son franchise tag, mais en refaisant de signer un contrat plus long. Comme ça lui laisse 1 an pour voir le nouveau quarterback, comment ça se passe, lui faire monter sa cote après quelques blessures. Et ça lui laisse beaucoup d'opportunités pour l'an prochain si tout s'est bien passé, quoi. Donc, bon. Oui, non, clairement. Voilà donc pour le débrief des principaux mouvements. Encore une fois, c'est très très fluide cette free agency. Donc entre le moment où on a enregistré et le moment où vous écoutez, il sera peut-être passé quelque chose. Moi, j'ai toujours ma petite liste au niveau des dispos. Au moment où on se parle, il reste quand même encore Jadeveon Clowney que personne n'a touché. Il y a très très peu de mouvements autour de lui visiblement. Il y a eu une petite rumeur Giants, mais voilà, pour l'instant ça bouge pas. Cam Newton, donc on l'a dit, les Andy Dalton, mais beaucoup de joueurs sur des échanges. Et puis après, sur les gros noms qui restent, Jameis Winston, Dante Fowler, Robbie Anderson, Emmanuel Sanders, Chris Harris, Everson Griffin, Melvin Gordon, Logan Ryan, Ndamu Kongsu, Jason Peters, Xavier Rhodes, Linval Joseph, Damon Harrison et évidemment quelques autres, Malcolm Jenkins, coupé par les Eagles d'ailleurs, qui pourrait être récupéré par quelqu'un. Donc voilà, c'est le point, mais évidemment on se reverra avec d'autres émissions pour débriefer tout ça. Là on était obligé de convoquer une session d'urgence. Je vous le dis, Raphaël était chaud bouillant. C'est-à-dire que moi hier j'étais en train de me débattre à la fois avec la free agency et des problèmes de serveur, et on avait des messages de Raphaël sur le chat de la rédaction qui nous disaient faut qu'on enregistre. Donc voilà, là on s'y est mis dès le matin, comme ça vous avez le débrief le plus rapidement possible. Un petit mot, Raphaël, avant de terminer, juste pour le signaler parce que c'est une actu, la NFL a signé quand même un nouvel accord collectif avec les joueurs et le syndicat des joueurs. Je te vois sourire. Donc accord ratifié de justesse, 1019 voix contre 959, donc ça passe vraiment à pas grand chose, une 60aine de voix. On est parti pour 10 ans de NFL. Bon, on peut le dire, pas un très bon accord pour les joueurs, mais un bon accord pour nous, parce que ça assure 10 ans de site sans grève, quoi. Oui, voilà, comme tu dis, dans ce genre d'accord, il y a toujours des gagnants, on en fait partie. Les joueurs, je suis beaucoup moins convaincu qu'ils en fassent partie. La Ligue a vraiment bien joué le coup en augmentant les salaires minimum. Oui, comme ça le plus grand nombre a une augmentation, et même si la part globale n'augmente pas tellement pour les joueurs, mais c'est ça. Bon. Donc on rappelle les principaux points: hausse de la part des revenus revenant aux joueurs, 47% en 2020 jusqu'à 48,5% en cas de 17e match. C'est l'autre grosse nouveauté, les propriétaires à leur discrétion pourront ajouter un 17e match à partir de la saison 2021, autant vous dire qu'ils ne vont pas se gêner pour le faire. L'augmentation du salaire minimum, limitation de l'utilisation du franchise tag à 1 par saison. Possibilité dans la saison, je l'ai dit, 4 joueurs supplémentaires dans les effectifs, et réduction des sanctions en cas de contrôle positif à la marijuana. Après, c'est quand même des amendes, les mecs vont louper des semaines de chèques de match. Et on n'a pas une équipe de plus en play-off, ou j'ai rêvé ? Et pardon, oui, 2 équipes de plus en play-off. Oui, enfin une par conférence. Par conférence, ouais. Une par conférence. Donc voilà, les joueurs qui voulaient de la sécurité ont le droit à un match de saison régulière de plus et deux équipes en play-off en plus. Donc oui, on n'y est pas forcément en termes de... Et la part des revenus, on rappelle, c'est... donc ils vont arriver péniblement à 48,5% du partage des revenus globaux de la Ligue. On rappelle qu'en NBA, les mecs prennent 50% des revenus, ce qui semble quand même être à minima normal, vu que c'est quand même eux qui génèrent la richesse et les revenus susnommés. Donc voilà. Bon, encore une fois, ça semble un peu compliqué pour les joueurs. En effet, il y a des augmentations significatives pour les joueurs les moins payés, donc ça c'est un bonus pour eux. En effet, quand on sait que les carrières sont assez courtes, c'est pas négligeable. Non. Mais il y a pas de salaire garanti, il y a très très peu de concessions. Les propriétaires ont eu très vite ce qu'ils voulaient. La situation mondiale a sûrement énormément joué, parce que ils ont réussi à véhiculer cette peur de si ça signe pas maintenant, oulala, derrière tout le monde est bloqué, on va plus négocier, et derrière voilà. Donc voilà. Bon, après encore une fois, moi je t'avoue que j'ai ressenti une sorte de plaisir coupable, parce que j'avais les jetons d'une grève, pas d'activité du site et évidemment pas de revenus, et c'est compliqué. J'ai eu une sorte de... j'étais en pleine dissonance cognitive, parce que j'ai quand même bu du champagne le soir. Donc je me sentais coupable par rapport aux joueurs, mais j'étais quand même assez soulagé de me dire que j'avais du boulot pour 10 ans. Donc... Je comprends. Donc voilà, c'est comme tu dis, il y a toujours un vainqueur. Bon. De toute façon, quand des businessmen milliardaires négocient face à une partie de mecs qui n'ont pas de diplôme, rien,
Ça a été, mais il y a des vraies tensions en tout cas entre les joueurs. Ouais. On l'a vu rapidement dans la foulée. Rarement, moi j'avais vu sur une négociation de CBA. Alors il n'y avait pas Twitter et tout ça à l'époque il y avait moins Twitter à l'époque de celui de 2011 et tout, mais tu sens les tensions et des joueurs très très contre qui sont vraiment pas contents de ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, c'est fait. Maintenant il faut le digérer. On aura donc plus de NFL. Va falloir voir comment ils aménagent le calendrier d'ailleurs, d'où vient ce 17e match pour chaque équipe, qu'ils jouent à domicile et à l'extérieur, parce que du coup il n'y a plus d'égalité sur le nombre de matchs domicile extérieur, vu qu'on passe à un nombre impair. Donc bon, ça pose quelques petites questions. On verra tout ça évidemment dans les mois et les années à venir. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 345 du podcast Jeune Actu. L'émission vous était présentée par Brooklyn Fizz, l'épicerie américaine, qui vous propose donc évidemment du sucré, du salé, mais aussi des maillots NFL, des casquettes, des Funko Pop, des ballons, des t-shirts et évidemment des choses des Buccaneers. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a des boutiques à Lyon et Dijon, évidemment actuellement fermées, mais n'hésitez pas à les soutenir en commandant sur leur site brooklynfizz.fr, Fizz avec 2 Z. Merci beaucoup Raphaël. Eh ben merci à toi. Pour ce débrief express rapidement enregistré et mis en ligne. On est au plus près de l'actu. Merci beaucoup pour nous suivre et toute la free agency, parce que là ça continue, il va encore se passer des choses. touchdownactu.com, Twitter @tdactu, Facebook @tdactu, Instagram @touchdownactu, Raphaël_TDA sur Twitter, Alain Mattei pour moi, Raoul VDG, Thielo Radiosat, Camille Sarben pour tous les amis qu'on va retrouver aussi au fil des semaines à venir. L'actu de la NFL, on l'a dit, c'est tdactu.com. Merci encore de nous suivre. Très bonne semaine, très bonne fin de free agency à tous. Ciao ciao. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes dans TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclass Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.